Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour ce nouveau tome de Chair de Poule, le numéro 20, Souhait dangereux. Je ne pense pas l'avoir déjà lu, celui-là, j'espère qu'il est bien. J'espère que vous apprécierez aussi cette histoire. On va dire j'espère comme moi, il y a beaucoup d'espérance dans cette vidéo. Alors, est-ce que je vais le faire en deux vidéos comme le son de piano et piège mortel? Je ne sais pas, on verra si ça deviendra une norme. Ça dépend, je pense, le nombre de pages et de chapitres qu'il y a dans chaque livre. Je pense qu'ils ne sont pas du tout pareils les uns des autres. De toute façon, je pense que deux formats par livre, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que je vais entamer la plupart des lectures à toute vitesse et qu'après, je n'aurai plus rien à lire. Donc, je pense que c'est une bonne norme de vidéo. Avant de commencer la lecture du livre, je voulais vous dire que si des fois, dans l'histoire, enfin en lisant, j'ai la voix de Barry White parce qu'elle est de plus en plus grave là comme maintenant, c'est normal, hein, je ne suis toujours pas guéri de ma toux. Donc ça je ne sais même pas si je l'ai bien dit, donc je le répète, de ma toux. Et à force de lire et de parler à voix plus ou moins haute, mes yeux on dirait un cocker, j'ai envie de dormir. Et de deux, ma voix part complètement en live, donc ne m'en voulez pas trop. Ne m'en voulez pas trop, oui, ça se dit. Si parfois ma voix on l'entend peut-être pas, j'essaie toujours d'arranger ça avec le montage, donc si c'est le cas, dites-le moi dans l'espace des commentaires. S'il n'y a rien, tant mieux. Ah oui, et si vous vous dites, mais pourquoi t'as déjà les yeux qui tombent alors que t'as même pas encore lu, c'est parce que cette phrase que je suis en train de vous dire, je la glisse grâce à la magie du montage entre deux phrases, parce que justement là, ça fait déjà presque 23 minutes que je lis. Et comme j'ai effectivement les yeux qui tombent et la voix de Barry White, et que je suis fatigué, j'ai pensé à vous le dire. Donc, pour moi, je vais reprendre ma lecture. Pour vous, vous allez commencer l'écoute. Je pense que j'ai assez parlé pour rien, pour vous laisser le temps de prendre ce qu'il vous faut ou de vous mettre là où vous avez envie de vous mettre. Pour écouter l'histoire de Souhait dangereux, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Judith Woodstock me fit un sale coup pendant que j'allais au tableau pour résoudre le problème de maths. Je ne pus éviter sa basket blanche qu'elle avait avancée traîtreusement au moment où je passais dans l'allée centrale. Patatras, je m'étalai sur le plancher. Mes feuilles s'éparpillèrent dans la salle. Tout le monde éclata de rire. Je me relevai tant bien que mal pour constater que Judith et Anna Jelley, sa copine, étaient ravies. Mon coude me faisait mal. La douleur irradiait dans tout mon corps. Je repris cependant mes esprits et me penchai pour ramasser mes papiers. « Bien joué, Sam !» ironisa Anna avec un large sourire. « Refais-le !» se moqua une autre fille. Un éclair de triomphe brilla dans les yeux verts de Judith. « Je suis la plus grande fille de la classe. J'ai au moins 4 centimètres de plus que mon copain Nick Geist. Pourtant, c'est le plus grand des garçons. Et je suis la plus maladroite aussi. Quoique élancée et mince, je ne suis pas gracieuse pour autant. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on se moque de moi constamment. Judith et Anna, des teignes, me ridiculisent tout le temps. Va donc, et Piaf, envole-toi, aime à me répéter Judith. Que c'est facile, je m'appelle Piaf, comme l'oiseau du même nom. Pour essayer de me consoler, Nick me dit que Judith est jalouse de moi. Mais pourquoi? Elle ne mesure pas 1,70 m, elle. Nous avons le même âge, mais sa taille correspond à ses 12 ans. Aussi élégante et belle qu'un mannequin, elle a une peau de pêche, de beaux yeux verts et de longs cheveux cuivrés qui lui tombent sur les épaules. En plus, quelle sportive! Alors, que peut-elle envier chez moi? Je remis de l'ordre dans mon classeur. Sharon, le professeur de maths, me demanda si j'allais bien. Ici, au collège de Montrose, on appelle tous les profs par leur prénom. Je bredouillais que oui. Bien que j'eusse mal, et malgré de sacrés élancements, je recopiai au tableau la solution que j'avais trouvée. La craie crissa sur le bois et tous les élèves râlèrent. Je ne savais pas écrire autrement. Ce n'était quand même pas un drame, non? J'entendis Judith murmurer quelque chose à Anna sur mon compte, mais je ne compris pas de quoi il s'agissait. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et les vis toutes les deux minauder en se fichant de moi. Était-ce parce que je n'arrivais pas à résoudre le problème posé? Quelque chose clochait dans cette maudite équation, mais quoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Sharon était derrière moi, ses bras maigres croisés sur son pull jaune. Elle essayait de déchiffrer mes pattes de mouche. Judith ne tarda pas à lever le doigt la première en s'écriant. Piaf ne sait même pas faire une addition. 4 et 2, ça fait 6.
Pas 5. Je crus que j'allais m'évanouir de honte. Ils éclatèrent de rire à nouveau. Même la prof trouva ça drôle. Il ne me restait qu'à ravaler mon orgueil et à encaisser. Je restais planté là comme une idiote. Ma main tremblait pendant que je rectifiais ma stupide erreur. J'étais folle de rage. J'en voulais à Judith, bien sûr. Mais à moi-même surtout. Après cet incident idiot, je me fis toute petite au fond de la salle. J'attendais le cours de travaux pratiques avec impatience. Je n'aurais pas dû. J'aime bien Daphné, notre professeur de travaux pratiques. J'apprécie qu'elle ne nous donne pas de devoirs à faire à la maison. Déjà physiquement, elle est drôle avec son double menton. Mais le plus fabuleux, c'est son sens de l'humour. Le bruit court dans notre collège qu'elle nous fait confectionner des gâteaux, des sablés ou des tartes pour pouvoir les manger après la classe. C'est un peu méchant peut-être, mais il y a sûrement du vrai parce qu'elle est bien dodue. J'adore vraiment ce cours. Seulement voilà, Judith y assiste aussi. Juste avant, pendant le déjeuner, nous avions eu une nouvelle prise de bec. Comme d'habitude, je m'étais assise le plus loin possible d'elle, à l'autre bout de la table. Je l'entendis tout de même raconter à 2 filles de 4e que le piaf avait encore essayé de s'envoler pendant le cours de maths. Furieuse, j'essayais de me justifier, expliquant qu'elle m'avait fait un croche-pied. Mais j'avais la bouche pleine et la sauce de salade me dégoulina sur le menton. Je me ridiculisais à nouveau. Dans le brouhaha général, je n'entendis pas la réponse de Judith. Elle me regarda d'un air moqueur et releva ses cheveux roux. La colère monta en moi. Je me levai lentement et m'approchai d'elle. Heureusement, Nick avait tout vu de l'autre côté de la table. 4 et 2, ça fait quoi me lança-t-il malicieusement. 42, répliquai-je en roulant des yeux furibonds. Toi aussi tu crois tout ce que dit Judith? Bien sûr que non, soupira-t-il en ouvrant son sac à dos. Mais Judith, c'est Judith. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas, laissa-t-il échapper avec un air énigmatique. Nick est un gentil garçon. Il a des yeux marrons foncés avec des petites rides au coin, un nez un peu trop long et un sourire assez drôle, un peu voyou. Il ne coiffe jamais ses cheveux longs, c'est sans doute pour cela qu'il garde en permanence sa casquette vissée sur la tête. Tu es arrivé à temps, tu sais, bredouillai-je en avalant le reste de ma laitue. J'étais parti pour étriper Judith. Et qui jouera avec toi au basket? Plaisanta Nick. Ah oui, j'oubliais, Judith est la meilleure de notre équipe, les Mustangs de Montrose. Elle est la seule à connaître vraiment bien les règles. Elle sait tout faire, dribbler sans se prendre les pieds dans ses lacets et tirer toujours dans le panier. Moi, en revanche, je suis nul, la plus nulle de toutes, et d'une maladresse totale. Malgré cela, notre entraîneur, Hélène, avait insisté pour que je fasse partie de l'équipe à cause de ma taille. Si seulement Judith était un peu moins douée et moins odieuse avec moi. Mais comme le dit si bien Nick, Judith, c'est Judith. Elle ne peut s'empêcher de me persécuter avec ses « va donc et piaf, envole-toi ». Nick me sortit de mes réflexions. « À quoi penses-tu, Sam ?»« À notre Miss Perfection, bien sûr, » murmurai-je amèrement. « Arrête un peu, toi aussi tu en as plein de qualités. »« Ah oui? Lesquelles? Je suis grande, c'est tout. Mais non, tu es maligne, et puis tu fais rire tout le monde. »« Merci du compliment, » rétorquai-je en fronçant les sourcils. « En plus tu es généreuse. Tu l'es tellement que tu vas me donner ton paquet de chips, d'accord ?» Avant que je proteste, il me le vola. Je savais que c'était la seule et unique raison pour laquelle il me faisait tous ces compliments. La cloche sonna, et le cours de travaux pratiques commença. Il fallait préparer un dessert au tapioca. Chacun disposait d'un bol pour y mettre les ingrédients alignés sur une longue table. Je mélangeais énergiquement la substance qui devint bien gluante. Juste, comme je finissais de touiller, je levai les yeux. Judith était devant moi. Je ne m'y attendais pas, car elle avait travaillé de l'autre côté de la pièce, près de la fenêtre. De façon générale, nous nous tenions aussi éloignés que possible l'une de l'autre. Elle souriait bizarrement. S'approchant plus près de moi, elle fit semblant de trébucher. Son récipient se renversa droit sur mes baskets toutes neuves. « Ouille !» fit-elle en guise d'excuse. C'est là que je perdis tout contrôle. Je poussai un cri de rage et bondis sur elle. Ce fut un brusque coup de folie, totalement irréfléchi. J'étendis les 2 bras et l'attrapai par le cou. Judith se débattit et essaya de crier. Elle me tira les cheveux et m'égratigna avec ses ongles. Daphné nous sépara. Elle m'attrapa par les épaules et glissa son large corps entre nous. Je haletais bruyamment. « Sam, Samantha, mais tu es devenue folle !» hurla Daphné. Sans même me rendre compte de ce que je faisais, je quittai la classe en courant et traversai le hall désert. Et là, je ne sus plus quoi faire. Je n'avais qu'une idée en tête, ne jamais revoir Judith. J'étais loin d'imaginer que mon souhait se réaliserait, qu'il se réaliserait même au-delà de mes espérances.
Daphné me ramena dans la classe, m'obligeant à faire la paix avec Judith. Nous n'avions pas le choix. C'était ça, ou un avertissement pour toutes les deux. Je m'exécutais. Je ne tenais pas du tout à ce que mes parents soient convoqués au collège. Je n'ai pas fait exprès, marmonna Judith entre ses dents. Ce n'était pas vraiment une excuse, si vous voulez mon avis. Dans l'après-midi, j'allais à l'entraînement de basket, sachant que si je ne m'y montrais pas, Judith dirait que j'étais une trouillarde. Et puis, ma présence lui déplaisait, ce qui était une bonne raison pour y aller. Après tout, un peu d'exercice me ferait du bien. J'avais besoin de me dépenser, j'étais frustré de ne pas m'être battu avec elle. Faites quelques tours de piste, ordonna Hélène. Certaines filles protestèrent. Moi, je courais déjà avant même que le coup de sifflet retentisse. Nous étions toutes en short et en t-shirt sans manches. Hélène est maigre comme un clou, et avec ses cheveux frisés, son survêtement gris, tout gondolé et usé, elle n'avait vraiment pas l'air d'une athlète. Nous commençâmes à jouer, les passes rapides, les tirs en suspension, les lancers francs, les bras roulés se succédaient. De mon côté, je m'appliquais à ne pas me faire remarquer. J'étais encore traumatisé par l'incident du tapioca. Je voulais garder mes distances. J'étais dégoûté au bord des larmes et voir Judith réussir un panier à 6 mètres, puis reprendre le ballon au rebond et l'envoyer à Anna comme si de rien n'était ne me remontait pas le moral. C'est alors que tout empira, très vite. Anna me fit une passe. Je la manquais bien sûr. La balle me heurta le front et roula par terre. « Redresse-toi » rugit Hélène. Je continuai à courir, furieuse d'avoir raté la première occasion qui me fut offerte de bien me comporter. 3 minutes plus tard, une véritable fusée arriva droit sur moi. « Attrape, cigogne » cria Judith. J'étais tellement vexé qu'elle m'ait appelé cigogne devant tout le monde que mes forces décuplèrent. J'eus le bon réflexe et attrapai le ballon au vol. J'essayai de me faufiler, mais Anna étendit le bras et me le subtilisa facilement. Elle tourbillonna et tira à côté de peu. « Belle interception » commenta Hélène. Quant à moi, j'avais un compte à régler. « Comment tu m'as appelé, Judith » explosai-je, le souffle court. Elle fit semblant de ne pas m'entendre. Hélène siffla. « On fait du fractionné. Un dribble, une passe avant, une passe arrière, puis on vise. » Ce fut notre tour à Judith, Anna et moi. Je fis une prière afin de ne pas passer pour une demeurée. J'étais en nage, mon cœur battait à tout rompre. J'attrapai une passe courte d'Anna et m'agitai sous le panneau. Mon tir décrivit un cercle et rebondit sur le plancher. Il n'avait même pas touché le panier. Les filles s'esclaffèrent. Judith et Anna firent leurs habituelles mines condescendantes. « Bien visé » gronda Judith. « Bel exploit !» La torture continua une vingtaine de minutes, puis Hélène annonça la mi-temps. « On change de camp !» En soupirant, j'essuyai la sueur qui ruisselait sur mon front. Je me concentrai au maximum, essayant de ne pas faire de faute. Le ballon passa entre Judith et moi. Nous nous précipitâmes ensemble. Je plongeais, les bras écartés, mais Judith leva brutalement son genou qui m'atteignit en pleine poitrine. J'essayai de protester, mais aucun son ne sortit. J'émis un bruit bizarre, une sorte de hoquet, un faible couinement. Avant de me rendre compte que je ne pouvais plus aspirer l'air, tout devint rouge clair, puis sombre, et enfin noir. J'étais en train de mourir. Suffoquer provoque une des pires sensations qui puissent exister. C'est effrayant. On essaie de respirer et tout est bloqué. Et la douleur vous envahit, comme si on vous gonflait un pneu dans la poitrine. Je pensais vraiment que tout était fini. Heureusement, quelques instants plus tard, je récupérais mon souffle. La tête me tournait. Hélène exigea que l'on m'accompagne à l'infirmerie. Bien entendu, Judith fut volontaire. « Tu sais, je ne l'ai pas fait exprès. Tu me crois au moins ?» Je ne répondis pas. Je voulais qu'elle disparaisse à tout jamais. Combien de railleries et de méchanceté peut-on supporter en une seule journée? Judith m'avait fait un croche-pied, avait renversé son infect pudding sur mes chaussures neuves et, pour finir, m'avait fait tomber dans les pommes. Et il aurait fallu que j'accepte tout ça en souriant. Ces excuses étaient inutiles. Je marchai péniblement jusqu'à la salle de repos, les yeux fixés sur le sol. Vexée, Judith grogna. C'était le comble. Elle m'avait enfoncé ce genou de la poitrine et c'est elle qui était en colère. « Mais pourquoi tu ne t'envoles pas pour de bon, Piaf ?» murmura-t-elle entre ses dents avant de faire demi-tour vers la salle de gym. Cette dernière réflexion me piqua au vif. Plus question pour moi de m'enfermer à l'infirmerie. J'allais directement au vestiaire. Je me changeais sans même me doucher, ramassais mes affaires et me précipitais dehors. Il faisait froid et gris. Il se mit à pleuvoir. Le soir d'hiver tombait. « Quel culot !» me répétais-je. Bien qu'habitant près du collège, je ne voulais pas rentrer immédiatement à la maison.
J'avais envie de prendre ma bicyclette et de rouler comme une folle, longtemps, tout droit, pour évacuer la rage qui me faisait encore trembler. Sans prêter attention à la pluie, j'enfourchais mon engin. Je ne voyais même pas les façades des maisons qui défilaient devant moi. Je ne voyais rien. Je pédalais de plus en plus vite pour m'éloigner le plus loin possible, pour fuir Judith. De larges gouttes tombaient et rafraîchissaient ma peau brûlante de fureur. Quand je me redressai, je me rendis compte que j'étais déjà dans les bois de Jefferson, situés un peu à l'écart de la ville. Un petit chemin cyclable serpentait entre les grands arbres dénudés. Je le prenais souvent pour faire du cross en été. Le ciel était devenu gris foncé, les nuages s'effilochaient au ras des cimes. Soudain, un éclair traversa l'horizon. Il était grand temps que je rentre. Au moment où je faisais demi-tour, une silhouette se dressa devant moi. Une femme. J'étais un peu effrayé de rencontrer quelqu'un au milieu de la forêt. Il pleuvait de plus en plus fort. Cette femme n'était ni jeune ni vieille. Ses yeux étaient sombres comme du charbon. Son visage, très pâle, était encadré par de longs cheveux noirs et mal coiffés. Elle portait des vêtements démodés. Ils étaient noirs aussi, sauf un grand châle rouge de satin brillant qui lui couvrait les épaules. Une longue jupe lui descendait jusqu'aux chevilles. Ses yeux semblèrent s'allumer quand ils rencontrèrent les miens. Elle parut troublée. J'aurais dû m'enfuir, me réfugier à l'autre bout de la ville. Si seulement j'avais su. Si seulement. Au lieu de cela, je lui souris. « Puis-je vous aider, madame ?» L'inconnu m'examina. Je descendis de vélo. L'averse était glacée maintenant. Je me souvins que mon coupe-vent était équipé d'une capuche et je la sortis pour me protéger. Le ciel prit une couleur vert-olive, irréelle. Les branches frissonnaient dans les tourbillons du vent. La femme s'approcha. Elle était aussi livide qu'un fantôme. Ses pupilles enfoncées dans les orbites me scrutaient. « J'ai dû me perdre, je ne retrouve plus mon chemin », confia-t-elle d'une voix chevrotante. Sa chevelure était trempée. Impossible de lui donner un âge. Elle pouvait aussi bien avoir 30 que 60 ans. « Nous sommes à Montrose, indiquai-je. Elle dit, pensive, « Je voulais aller à Madison, je crois que je me suis trompée de route. » Vous êtes en effet à l'opposé, remarquai-je en lui montrant la direction à prendre. Agacée, elle ajusta son châle sur ses maigres épaules et mordit sa lèvre inférieure. Je me perds rarement. Je commençai à frissonner. La pluie me pénétrait jusqu'aux os. Je n'avais plus qu'une seule idée, rentrer à la maison, prendre un bain et mettre des vêtements secs. « Tu pourrais m'y conduire » chuchota la femme en me saisissant le poignet. Sa main était tellement froide que je poussai un cri, aussi froide qu'un mort. « Peux-tu m'y conduire » répéta-t-elle en rapprochant son visage du mien. « Je t'en serai reconnaissante pour toujours. » Elle avait libéré mon poignet, mais je sentais encore son étreinte sur ma peau. Pourquoi ne me suis-je pas enfui à ce moment-là? Pourquoi n'ai-je pas foncé loin de cet endroit maudit? Mais d'un autre côté, comment aurais-je pu prévoir ce qui allait arriver? « D'accord, je vous accompagne. »« Merci, ma chérie, » dit-elle, toute contente. Je descendis de bicyclette et la poussai en la tenant par le guidon. La femme marcha à mes côtés, les yeux rivés sur moi. Il continuait de pleuvoir. La foudre s'abattit. Les rafales firent claquer mon coupe-vent. Il fallait que je dise quelque chose. « Je ne marche pas trop vite ?»« Non, ma chérie. » Sous sa longue jupe, ses bottines à boutons claquaient sur le sol mouillé. « Je suis désolé de te causer autant de soucis. »« Oh, vous savez, ça ne pose aucun problème, mentis-je. Je suis ravi de vous aider. »« J'adore la pluie, » reprit-elle en étendant les mains tandis que les gouttes s'écrasaient sur ses paumes grandes ouvertes. « S'il ne pleuvait pas, qui chasserait le diable ?» Qu'est-ce qu'elle a parlé de ça, pensai-je. Tout en balbutiant une réponse inintelligible, je l'observais. Bien que totalement trempée, elle avait l'air de ne pas s'en apercevoir. Elle marchait à petits pas, balançant un bras, l'autre protégeant son sac rouge. « Je me demande comment j'ai pu m'égarer ainsi, » continua-t-elle en secouant la tête. « J'étais sûre d'être dans la bonne direction, mais quand je me suis retrouvée dans ces bois... » « Comment t'appelles-tu, au fait ?»« Samantha, mais tout le monde dit Sam. »« Moi, c'est Clarissa, je suis la femme cristal. » De mieux en mieux. À dire vrai, je n'étais pas certaine d'avoir bien compris cette dernière parole. J'étais intriguée et très inquiète à la fois. Il commençait à se faire tard. Papa et maman allaient rentrer à la maison, et mon frère Ron aussi. C'est alors qu'une camionnette roula vers nous. La lumière de ses pleins phares m'aveugla et je faillis me prendre les pieds dans la pédale. Je m'écartai pour laisser passer le véhicule. Mais Clarissa poursuivit, droit devant elle, comme si de rien n'était. « Attention » hurlai-je. Le conducteur klaxonna.
Le véhicule fit une brusque embardée sur la gauche. Ouf. Nous continuâmes à marcher. Clarissa me souriait gentiment. Elle semblait ne s'être aperçue de rien et ça n'était pas fait pour me rassurer. « C'est si gentil de ta part de prendre soin d'une étrangère, » dit-elle. Nous entrâmes dans la ville. Un lampadaire était allumé au loin. Le macadam mouillé luisait faiblement. Les buissons, les haies brillaient eux aussi dans l'obscurité. L'atmosphère était totalement irréelle. « Nous sommes arrivés, c'est ici, Madison. »« Merci, ma chérie. » Enfin, ce n'est pas trop tôt. Il ne me reste plus qu'à lui dire au revoir et à rentrer. Un éclair illumina le quartier. L'orage était plus fort. « Quelle galère !» soupirai-je. Soudain, je me rappelai Judith et cette épouvantable journée. La colère m'envahit. « De quel côté se trouve l'Est » demanda Clarissa. Sa voix interrompit mes sinistres pensées. « L'Est » Je regardai à droite et à gauche, essayant de chasser Judith de mon esprit. Puis, je lui indiquai la route à suivre. Le vent redoubla subitement de violence. Un rideau de pluie s'abattit sur moi. Je m'agrippais au guidon. « Tu es si gentil » susurra Clarissa en s'enveloppant dans son châle. « La plupart des jeunes ne le sont plus aujourd'hui. » Ses yeux sombres s'enfoncèrent dans les miens. « Merci » murmurai-je gauchement. Le froid me fit trembler. « Eh bien, au revoir » conclus-je en enfourchant ma bicyclette. « Non, non, attends, je veux te récompenser. » « Il n'y a vraiment pas de quoi, ce n'est pas la peine. » Mais elle caressa ma joue, répétant « J'insiste, vraiment. » J'étais de plus en plus frigorifié. « Tu as été si aimable avec une inconnue. » J'essayai de partir, mais elle me retint par le bras. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. »« Si, j'y tiens absolument, » répliqua-t-elle en approchant sa figure tout près de la mienne. « Prononce 3 vœux, ils seront exaucés. » Elle est folle, complètement folle. Que puis-je faire ? Son regard me transperçait. La pluie ruisselait sur sa figure livide et je sentais de nouveau le froid de sa main à travers la manche de mon coupe-vent. « 3 vœux, reprit-elle plus bas. Merci, merci bien, mais ce n'est pas la peine, je dois rentrer. J'exaucerai 3 vœux, quels qu'ils soient. » Tout en prononçant ces paroles, elle plaça son sac devant elle et en retira avec précaution un objet. C'était une boule de cristal, rouge et brillante, de la taille d'un pamplemousse. Comme elle scintillait dans cette obscure fin d'après-midi. « C'est vraiment chic de votre part, mais je ne souhaite rien de précis en ce moment. »« Laisse-moi faire ça pour toi, » poursuivit-elle. « Tu me feras plaisir. » Elle éleva la boule de sa main pâle aux doigts osseux. « J'y tiens, vraiment, vraiment. » « Vous savez, ma mère va s'inquiéter, prétextai-je, jetant des regards éperdus de tous les côtés. Personne nulle part. Il n'y avait personne. Pas un chat qui puisse me protéger de cette folle. Car elle était folle, cela ne faisait aucun doute. Seulement jusqu'à quel point? Peut-être pouvait-elle devenir dangereuse. Je choisis donc de jouer le jeu pour éviter de l'énerver. Ce ne sont pas des promesses en l'air, précisa-t-elle. Je te le jure, tes souhaits seront réalisés. Soudain la boule s'illumina. Elle devint de plus en plus scintillante et d'un rouge de plus en plus vif. « Ton premier vœu, Samantha » ordonna Clarissa d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Je la fixai. J'étais gelé, affamé et surtout terrorisé. Bref, je n'avais qu'une envie, fuir au plus vite. Et si elle ne me laissait pas partir, si je ne pouvais pas me débarrasser d'elle, si elle me suivait jusqu'à chez moi, m'inquiétai-je. Quoique affolé, j'essayais de réfléchir. Et si je prononçais ce fichu vœu pour qu'elle me laisse en paix? Alors, Samantha, dépêche-toi, s'impatientait Clarissa. Ses yeux étaient maintenant comme des braises, de la même couleur que la boule qu'elle serrait. Brusquement, elle parut très vieille. Sa peau pâlit et devint transparente. Je pouvais presque discerner les os de son crâne. Je claquais des dents. Ma tête était totalement vide. Je ne pouvais plus penser à rien. Tout d'un coup, je me mis à bafouiller. J'aimerais devenir la meilleure joueuse de notre équipe. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça. Par nervosité sans doute. Ça m'avait échappé. J'avais en tête toutes ces histoires avec Judith ainsi que le désastre final de la partie de basket. Et voilà, c'était ça mon premier vœu. Ridicule, oui. Immédiatement après l'avoir prononcé, je me le reprochais. Quelle nullité! N'avoir choisi que ça, alors que peut-être tout était possible. Ce qu'il fallait être bête. La femme parut trouver tout cela parfaitement naturel. Elle acquiesça et baissa les paupières. Alors, la sphère devint écarlate. Je fus entouré d'une nuée rouge. Puis,
Tout s'effaça en un instant. « C'est tout pour cette fois, » dit Clarissa. Elle me remercia encore, remit la boule dans son sac pourpre, se retourna et s'en alla rapidement. Je poussai un soupir de soulagement. J'étais tellement heureuse qu'elle ait disparu. Je pédalais furieusement jusqu'à la maison. Voilà qui conclut parfaitement ces journées d'enfer, murmurai-je amèrement. Piégé sous une pluie battante par une sorcière, avec une histoire de vœux. Invraisemblable tout ça. Totalement idiot. Il ne fallait plus y penser. Pendant le dîner, je me surpris à repenser à mon vœu. Cette boule rouge brillait encore devant moi et je me sentais bizarre, comme si je n'étais plus la même Samantha. Maman voulut à tout prix que je mange de la purée, ou plutôt de cette mixture à base de flocons qui n'a pas le goût des vraies mousselines de pommes de terre. Je détestais ça. Et puis, je ne pouvais rien avaler. « Sam, il faut que tu manges si tu veux devenir grande et forte, » argumenta maman me mettant le plat sous le nez. « Mais je ne veux plus grandir, » m'écriai-je. « Je suis déjà plus grande que toi et je n'ai que 12 ans. Et je hais la purée. »« Ah, ne crie pas, » rugit papa en prenant les haricots verts. « En boîte, bien sûr. Tu sais que ta mère n'a pas toujours le temps de faire de la vraie cuisine à cause de son travail. »« Moi aussi j'étais grande à 12 ans, » continua maman. « Alors, on dirait que tu as rétréci depuis, » s'exclama Ron en pouffant. Mon grand frère faisait toujours des plaisanteries idiotes qu'il était le seul à trouver drôles. Je voulais juste dire que moi aussi j'étais grande pour mon âge, précisa maman, un peu gênée de me voir mal à l'aise. Oui, eh bien moi, je le suis beaucoup trop, grognai-je. Maman tourna la tête. J'en profitai pour glisser discrètement mon assiette sous la table et offris mes haricots à Punkin. Punkin, c'est mon chien, un petit fox marron qui mange n'importe quoi, lui. Comment c'était le basket ? Demanda papa pour détendre l'atmosphère. Je fis une grimace et tournai les 2 pouces vers le bas en signe de désastre. Elle est trop haute pour ce jeu, gloussa Ron. Pourtant ça rend musclé, elle doit persévérer, ajouta papa. Je me demande parfois comment il peut dire des choses pareilles. Que répondre à ça ? Soudain, je repensai à la folle et à mon vœu. Ron, ça te tente quelques paniers après dîner ? Proposai-je. Devant le garage, nous avons un panneau éclairé par des spots. De temps à autre, on se fait une petite partie le soir, juste pour se défouler avant nos devoirs. Ron jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il ne peut plus ? Non, ça s'est arrêté il y a une demi-heure. Le sol est encore mouillé. Ce n'est pas une flaque d'eau qui va te faire peur, plaisantai-je. Ron, lui, est vraiment un bon basketteur. Bâti comme un athlète. Ça ne l'amuse pas du tout de jouer avec moi, et il préfère toujours trouver n'importe quel prétexte pour rester à la maison. J'ai encore un exposé à terminer, grogna-t-il remontant ses lunettes sur son nez. Juste quelques shots, suppliai-je. Sois gentil avec ta sœur, donne-lui 2-3 conseils, suggéra papa. Ron accepta en râlant. D'accord, mais 5 minutes, pas plus. Il regarda de nouveau dehors et fit l'amour. On va être trempé jusqu'aux os. Je vais prendre une serviette pour te sécher. En tout cas, ne laissez pas sortir Punkin, avertit maman. Sinon il va salir le parquet avec ses pattes pleines de boue. Ce n'est pas un temps à mettre un Ron dehors, marmonna mon pauvre frère. Je savais que c'était idiot, mais je voulais voir si mon vœu s'était réalisé. Peut-être étais-je devenue brusquement une grande joueuse. Peut-être allais-je battre Ron. Peut-être pourrais-je dribbler sans trébucher, envoyer le ballon là où je voudrais et l'attraper sans qu'il me rebondisse sur la poitrine. En sortant dans la cour, je me traitais de tous les noms. Comment pouvait-on croire à toutes ces balivernes ? Ce n'est pas parce qu'une folle t'a dit qu'elle exaucerait 3 vœux qu'il faut t'exciter comme ça et croire que tu vas écraser Michael Jordan. Oui, mais tout de même, je ne pouvais pas m'empêcher de trépigner d'impatience. Ça serait peut-être la surprise du siècle. Pour une surprise, c'était une surprise. Je fus encore plus nul. Je manquais les 2 premiers paniers. Je ratais même le garage et dus courir après la balle qui glissait sur la pelouse. Ron ricana. « Je vois que tu t'es vraiment entraîné. » Je lui lançai le ballon trempé dans l'estomac. Ce n'était pas amusant, mais il le méritait bien. J'étais tellement déçu. Je me répétais sans cesse que je m'étais fait avoir, que les vœux ne se réalisent jamais, surtout ceux dont s'occupent de vieilles chouettes folles alliées qui se baladent sous la pluie. En fait, j'avais quand même espéré que ce serait vrai, sans y croire complètement. Les filles du collège étaient si méchantes avec moi que ça aurait été fantastique de jouer contre Jefferson le lendemain et d'être la vraie star de l'équipe. Tu parles d'une star. J'en étais loin. Ron dribbla jusqu'au panneau et marqua. Il reprit le ballon au vol et me le passa. Il fila entre mes doigts et rebondit sur la route. Je courus après et glissai sur la chaussée humide. Je m'écroulai et atterris dans une flaque, la tête la première. Une véritable vedette.
J'étais mauvaise, encore plus qu'avant. C'était pire que jamais. Je ruisselais de partout, une véritable inondation. Ron m'aida à me relever. C'est toi qui l'as voulu, n'oublie pas. Mais j'étais déterminé. Je m'emparais de la balle, filais devant lui et driblais furieusement jusqu'au panier. Il fallait absolument que je marque. Il le fallait. Seulement, au moment où je visais, Ron me poussa, sauta et dévia mon tir. Emporté par son élan, il disparut dans l'obscurité. J'étais furieuse. Je voudrais que tu sois haut comme 3 pommes. C'est alors que je fus saisi de frayeur et me mis à trembler. Qu'est-ce que je viens de dire là, pensai-je en guettant le retour de mon frère. Et si c'était mon second souhait, je ne voulais de ça à aucun prix. Mon cœur se mit à battre sourdement dans ma poitrine. C'était une erreur, pas un vrai souhait. Et si Ron avait rétréci, s'il était devenu nain? Mais non, ce n'est pas possible. Pas possible, me répétais-je. Puisque le premier vœu n'a pas marché, il n'y a pas de raison pour que le deuxième se réalise. Je scrutais la pénombre. Puis, il arriva vers moi. Il trottinait sur le gazon. Tout petit, tout rikiki. J'étais figé de terreur. Soudain, la petite silhouette sortit du noir. Quel soulagement! Punkin, m'écriai-je, c'est toi. Comment as-tu fait pour aller dehors? J'étais folle de joie que ce soit lui, et non un tout petit Ron se faufilant entre les herbes. Je pris mon chien dans les bras et le serrai très fort. Il me couvrit de boue en se débattant, mais je m'en fichais complètement. Il est temps que tu te calmes, Sam, me rassurai-je. Ton premier vœu n'a pas marché. Comment veux-tu que le deuxième se réalise? Clarissa n'est même pas là avec sa boule. Il faut absolument arrêter de penser à tout ça. C'est idiot, et ça va te rendre cinglé à ton tour. Sam, intervint Ron en surgissant du garage avec le ballon. Que fait ce chien ici? Je ne sais pas, répliquai-je en haussant les épaules. On joua encore quelques minutes. Il faisait humide et froid, et ce ne fut pas vraiment agréable, surtout pour moi. Je n'avais rien marqué. On enchaîna avec une partie en 5 points. Ron les gagna tous sans peine. Il faudrait que tu songes à prendre des cours ou des vitamines, se moqua-t-il alors que nous rentrions dans la maison. J'en aurais presque pleuré. J'avais besoin de me confier à quelqu'un, de dire pourquoi j'étais si déçu, de tout raconter au sujet de cette étrange femme et des 3 vœux. Je n'avais pas osé en parler à mes parents. Cette histoire me semblait si stupide et si invraisemblable. Mais Ron était jeune, peut-être comprendrait-il, lui. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé cet après-midi, commençai-je, pendant que nous enlevions nos blousons dans la cuisine. Je suis sûr que tu ne me croiras pas. Tout à l'heure, dit-il en retirant ses chaussures, il faut que je finisse mes devoirs. Comme d'habitude, il ne m'avait pas écouté, et il disparut dans sa chambre. Je me dirigeais vers la mienne quand soudain le téléphone sonna. Je décrochai aussitôt. C'était Nick, qui voulait savoir comment s'était passé l'entraînement après la classe. Fantastique, tout simplement fantastique, exagérai-je. Avec un peu de chance, on va me retirer mon dossard. Bah, tu n'en as même pas. Tu ne t'en souviens plus? On reconnaît vraiment les copains. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait pu me blesser davantage. Le lendemain midi, Judith essayait une nouvelle fois de me faire accroche-pied à la cafétéria. Mais j'étais sur mes gardes et j'esquivais promptement sa jambe tendue. Je passais dédaigneusement à côté de sa table pour aller retrouver Nick, qui était assis dans son coin habituel. Son repas était déballé et sur sa figure se peignait la même expression de dégoût qu'il avait à chaque déjeuner. Encore ton éternel sandwich, remarquai-je en rapprochant ma chaise de la sienne. Oui, et regarde à quoi ressemble ce fromage. Je crois que mon père essaie de me refiler les vieux restes. De l'autre côté de la salle, des garçons chahutaient. Se lançait une poupée rousse qui finit par atterrir dans un bol de thé. Tout le monde éclata de rire en applaudissant bêtement. Juste au moment où je prenais mon jambon beurre, je sentis une ombre planer au-dessus de ma tête. Quelqu'un se tenait derrière moi. C'était Judith. Judith, en chair et en os. Elle se pencha en ricanant comme d'habitude. Elle portait le maillot vert et blanc de l'école sous une veste en velours côtelé. « Est-ce que tu viens jouer après la classe, Piaf ?»« Bien sûr que je viens, affirmai-je, étonné par cette question. »« Ça, c'est moche, répliqua-t-elle de mauvaise humeur, fronçant les sourcils, parce que ça veut dire qu'on n'a aucune chance de gagner. » Anna, les lèvres recouvertes de brillant, arriva près d'elle et enchaîna. « Tu ne pourrais pas tomber malade, par exemple ?»« Fichez la paix à Sam une bonne fois pour toutes, » intervint Nick en colère. « Mais c'est vrai, Sam, on voudrait vraiment battre Jefferson, » continua Anna sans lui prêter la moindre attention. « Je ferai de mon mieux, promis-je, serrant les dents. » Elles pouffèrent et s'éloignèrent en hochant la tête. J'avais beau être sûr que tout cela n'était pas sérieux, que rien de nouveau ne se passerait et que cette partie serait tout aussi humiliante pour moi que les précédentes.
J'espérais secrètement que mon souhait se réalise. Mais était-ce possible? Le match débuta bizarrement. L'équipe de Jefferson était constituée d'élèves de 5e et toutes, elles étaient, par conséquent, plutôt de petite taille comparées à moi. Mais, très bien entraînées, elles souhaitaient la victoire à tout prix et avaient un véritable esprit collectif. Quand elles arrivèrent, mon estomac se noua. J'eus l'impression de peser 100 kilos. J'allais une fois de plus tout gâcher. Forcément. Je connaissais à l'avance les commentaires que Judith et Anna feraient à mon sujet. On t'avait prévenu, Sam, etc. C'est dire comment je me sentais mal. À la première mise en jeu, le ballon arriva droit sur moi. Je détalais, mais vers notre propre panier. Par chance, Anna fit une interception avant que j'aie pu marquer contre mon camp. Les joueuses et les entraîneurs se tordaient de rire derrière mon dos. J'aurais voulu m'enfuir, aller me cacher dans un placard et ne plus jamais en sortir. Sans que je m'y attende, je reçus encore la balle. Je tentai de la transmettre à Judith, mais bien sûr, je la lançai trop loin. Elle fut rattrapée par une adversaire qui courut en dribblant. Il n'y avait pas 2 minutes que nous jouions et j'avais déjà commis 2 fautes. J'avais beau me répéter que ce n'était qu'un jeu, ça ne m'aidait pas du tout. Chaque fois que quelqu'un faisait une remarque déplaisante, j'étais sûr que c'était à mon sujet. Tout à coup, le ballon vola vers moi. J'essayai de le bloquer, mais il m'échappa. Une de mes coéquipières s'en empara, puis me la redonna. Je visais pour la première fois. Le tir atteignit le panneau, ce qui était déjà un exploit, mais à des kilomètres du but. Une fille de Jefferson s'en saisit au rebond et marqua sans aucune opposition de la part des Mustangs. J'étais plus lamentable que jamais et me traitais intérieurement de tous les noms. Pourquoi avais-je accepté de participer? Judith me fusillait du regard. Pour arrêter les dégâts, je reculai et me plaçai dans un coin. J'avais décidé de prendre part le moins possible à l'action. Au bout de 5 minutes en première mi-temps, les choses tournaient très mal pour nous. Jefferson menait déjà 12-2. Judith essaya de faire une passe à Anna, mais trop faiblement. La balle arriva droit sur une petite blonde de Jefferson. Contrairement à son habitude, Judith se mit à traîner derrière son adversaire. Quelque chose clochait. 30 secondes plus tard, le ballon rebondissait au milieu du terrain. Anna s'en approcha, mais elle donnait l'impression de se mouvoir au ralenti. La petite blonde fut plus rapide et l'attrapa. Anna aussi avait l'air épuisée. C'était bizarre. L'équipe de Jefferson fonça, se passant la balle de fille en fille. Nos joueuses, elles, étaient plantées là comme des poteaux, vides d'énergie. Elles se contentaient de les regarder. Judith hurla. « Allons-y, les Mustangs !» Elle voulait probablement se redonner du courage. Mais elle se mit aussitôt à bâiller, et il n'y eut que moi pour entendre Hélène. « Allez les filles, allez, réveillez-vous! Cours, Judith, mais cours, ne lampine pas !» Judith lança mollement la balle sur le sol. Elle rebondit loin d'une joueuse de Jefferson. Je parvins à la subtiliser et courus à toute vitesse. Arrivé sous le panneau, je me retournai et constatai, oh surprise, que j'étais toute seule. Personne pour me contrer. Personne ne m'avait suivi. Les Mustangs étaient encore à l'autre bout, marchant lentement dans ma direction. Évidemment, toute l'équipe adverse se rua sur moi. Je tirai. Le ballon toucha le bord du panier et retomba droit dans mes mains. Je fis une autre tentative. Encore ratée. Judith fit mine de l'attraper, puis se ravisa. Elle était comme paralysée. Je ressaisis le ballon, driblai 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tirai. À mon grand étonnement, la balle sembla hésiter sur le rebord du cercle, et, miracle, c'était un des très rares points que j'avais marqués dans ma vie. Super, bravo Sam, s'enthousiasma Hélène depuis la touche. Les Mustangs articulèrent de faibles encouragements. Hélène hurlait. « Piquez-leur la balle, qu'est-ce que vous attendez? Qui m'a donné de telles mauviettes ?» Mais Judith s'en mêla les pieds et tomba. Je la regardais, médusée. Elle se releva avec difficulté, puis bâilla bruyamment. Les autres filles ressemblaient elles aussi à des automates, comme si elles étaient atteintes par la maladie du sommeil. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demandai-je. Un coup de sifflet strident retentit. Il me fallut un certain temps pour m'apercevoir que c'était la mi-temps. « Dépêchez-vous, les Mustangs !» ordonna Hélène en nous faisant signe d'approcher. Je courus rapidement vers elle. J'étais en pleine forme. Et pendant qu'Hélène continuait ses injonctions, je regardais les filles arriver, exténuées. C'est à ce moment précis que je compris. Mon souhait s'était réalisé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Hélène, comme nous nous regroupions autour d'elle. Elle examina chacune d'entre nous avec attention. Anna se laissa tomber lourdement sur le parquet. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Judith
était adossé contre le mur de la salle et respirait difficilement. La sueur coulait sur son front livide. Hélène frappa dans ses mains. « Allez, du cran, les filles. Qu'est-ce que vous avez donc aujourd'hui ?»« On manque d'air ici, » se plaignit une des joueuses. « Je n'en peux plus, » se lamenta une autre, bâillant sans décrocher les mâchoires. « On a peut-être attrapé une maladie, » suggéra Anna, toujours allongée. « Tu es malade, toi aussi ?» me demanda Hélène. « Non, je me sens plutôt bien. Enfin, comme d'habitude, » répondis-je. J'entendis Judith grommeler quelque chose alors qu'elle essayait péniblement de se décoller du mur. L'arbitre siffla la seconde mi-temps et nous reprîmes le jeu. « Je n'y comprends rien, » bredouilla Hélène, en secouant la tête et en aidant Anna à se relever. « Rien de rien. » Moi je comprenais trop bien même. Mon souhait était exaucé, je n'arrivais pas à y croire. Clarissa avait donc vraiment des pouvoirs magiques. Elle avait fait ce que je désirais, mais pas vraiment comme je me l'étais imaginé. Maintenant, je me souvenais clairement de mes paroles. J'avais voulu devenir la meilleure de l'équipe, c'est-à-dire jouer mieux que les autres, beaucoup mieux. Mon souhait s'était réalisé, mais pas parce que je m'étais amélioré, loin de là, parce que les autres étaient inexistantes. Par la force des choses, j'étais donc la moins mauvaise. Comment ai-je pu être aussi idiote, m'injuriai-je en regagnant ma place. Les vœux, c'est bien connu, ne se réalisent jamais comme on l'imagine. En arrivant au centre du terrain, je vis Judith, Anna et toute la bande, les pieds vissés sur le plancher, les épaules rentrées, le regard dans le vague. Cependant, pour être honnête, je dois reconnaître que je prenais plaisir à observer cette situation. Je me sentais parfaitement bien. Je n'éprouvais aucun remords. Judith et Anna méritaient ce qui leur arrivait. Je tâchais de ne pas trop ricaner quand elles regagnèrent leur place. L'arbitre fit la remise en jeu entre Judith et une joueuse de Jefferson. Celle-ci sauta très haut. Malgré un réel effort, Judith n'arrivait pas à décoller du sol. Son adversaire envoya la balle à une de ses coéquipières, et ensemble, elles s'élancèrent vers notre but. Je me précipitai à leur poursuite. Les autres filles de mon équipe pouvaient tout juste marcher. Jefferson marqua le point très facilement. « Allez, on va les avoir !» criai-je à Judith en frappant dans mes mains. Elle me regarda tristement. Ses yeux verts semblaient délavés, abattus. « Mais prenez-leur le ballon, allons-y les filles ! Allez, du courage !» m'exclamai-je avec toute l'énergie dont j'étais capable. Je me démenais comme jamais. Judith pouvait à peine faire rebondir le ballon devant elle. Je le lui pris et driblai jusqu'au panier adverse. Là, une fille de Jefferson me poussa par derrière au moment où je tirais. Sanction. 2 lancers francs. Les Mustangs mirent 1 heure à se ranger sur les côtés. Et, bien entendu, je ratais mes 2 tentatives. Mais je m'en fichais éperdument. « Allez, on les aura !» continuai-je. « On défend, on défend !» J'étais devenu à la fois joueuse et supporter. Contempler Judith et Anna épuisées, se traînant comme des larves, et les entendre se faire siffler, c'était terrifiant et fantastique à la fois. On perdit de 24 points. Judith, Anna et toutes les autres étaient soulagées de voir la partie terminée. Je me précipitai au vestiaire pour me changer. J'étais aux anges. Lorsqu'elles arrivèrent en titubant, j'avais presque fini de m'habiller. Judith s'avança vers moi et s'appuya contre mon casier. Elle me regarda d'un air soupçonneux. « D'où tu tiens cette forme d'enfer ?» Elle faisait peine à voir. La sueur coulait le long de son front et ses cheveux roux étaient plaqués par la transpiration. Je haussai les épaules. « Je ne sais pas, Judith. Je me sens exactement comme d'habitude. »« Je n'y comprends vraiment rien, Piaf. Vous avez dû attraper la grippe ou une autre saleté. Pour moi, c'était super. Je n'ai jamais si bien joué. »« Je n'en peux plus, » gémit Anna en s'asseyant. « À demain, » lançai-je en ramassant mes affaires. « Soignez-vous bien. » J'étais contente de moi, et en même temps mal à l'aise. Jusqu'où irait l'abattement des filles? En sortant des vestiaires, je tâchais de me rassurer, de me dire qu'elles allaient se rétablir, qu'il ne fallait pas s'en faire. Seulement, dans mon fort intérieur, je n'en menais pas large. Je me sentais coupable. Le lendemain, Judith et Anna étaient absentes. Je ne cessais de regarder leur place inoccupée, de me retourner comme si j'espérais qu'elles apparaîtraient enfin par miracle. Mais quand la cloche sonna, il n'y avait toujours personne. Terrorisé, je me demandais si les autres filles de l'équipe étaient malades elles aussi. Je tremblais comme une feuille. Étaient-elles trop épuisées pour venir en classe? Une idée effrayante me traversa l'esprit. Et si elles restaient dans cet état jusqu'à la fin de leur jour? Si cette malédiction allait durer toute leur vie? Et si, comble de malheur, Judith, Anna et les autres s'affaiblissaient petit à petit et puis mouraient? Ce serait ma faute, je serais coupable, la seule coupable.
Je me sentais glacé, j'avais l'estomac lourd comme si j'avais avalé une pierre. Jamais de toute ma vie je ne m'étais sentie aussi honteuse. J'essayais de chasser ces affreuses pensées, mais c'était plus fort que moi. Les copines pouvaient mourir à cause de ce vœu irréfléchi. Je serais un assassin, me répétais-je avec un frisson d'horreur. Sharon, notre professeur, parlait de choses et d'autres. Je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Je passais mon temps à fixer les deux chaises vides. Anna, Judith, mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait, sanglotai-je. Au déjeuner, je racontais toute l'histoire à Nick. Il faillit s'étrangler avec son sandwich, tellement il trouvait ça drôle. Et au Père Noël, tu y crois aussi? Mais je n'étais pas d'humeur à apprécier ces blagues. J'étais bouleversé, j'avais envie de vomir. Je t'en supplie, Nick, crois-moi, je sais que ça paraît totalement absurde. Il me regarda avec attention cette fois-ci. Tu es sérieuse? Je pensais que tu plaisantais, Sam, que tu avais tout inventé. Écoute-moi bien, si tu avais assisté au match d'hier, tu aurais compris que ce n'est pas une blague, protestai-je en m'appuyant des deux poings sur la table. Elle marchait comme des somnambules. J'étais tellement impressionné par ce souvenir que mes épaules commencèrent à frémir. Je me cachai les yeux pour ne pas montrer que je pleurais. D'accord, essayons de réfléchir, dit-il doucement. Son sourire en biais s'estompa, laissant place à une moue pensive. Je compris qu'il commençait enfin à me prendre au sérieux. Je n'ai pensé qu'à ça toute la matinée, confiai-je en essuyant mes larmes. Tu te rends compte, je serais une criminelle si elle meurt. Arrête, Sam, tu débloques complètement. Judith et Anna n'ont strictement rien. Tout ça, c'est dans ta tête. Elles sont sûrement fraîches comme des roses. Si seulement tu pouvais avoir raison, marmonnai-je tristement. Le visage de Nick s'illumina. Je sais quoi faire. On va voir Audrey. Je mis un petit moment à saisir ce que Nick voulait dire par là. Audrey est l'infirmière de l'école. Lorsqu'un élève s'absente, les parents doivent la prévenir le matin. Oui, elle allait sûrement nous renseigner. Bonne idée, approuvai-je. Je renversai presque ma chaise en me précipitant dans le couloir. Une minute, je viens avec toi, fit Nick. Nous courûmes et arrivâmes juste à temps. Audrey était en train de fermer sa porte. C'était une petite femme d'une 40aine d'années, avec des cheveux blonds cendrés, ramenés sur sa tête pour former un chignon. Elle portait toujours des jeans larges et mous, des t-shirts usés, et jamais de blouse. C'est l'heure du déjeuner, gémit-elle en nous voyant arriver. Je meurs de faim. Audrey, pouvez-vous nous dire pourquoi Judith et Anna ne sont pas venues aujourd'hui? L'interrompis-je essoufflé. Pardon? J'avais parlé tellement vite qu'elle n'avait rien compris. Judith Woodstock et Anna Jelley, répétai-je, le cœur battant. Pourquoi sont-elles absentes? Les yeux pâles d'Audrey exprimèrent de la surprise. Judith et Anna n'ont pas pu venir en classe. Elle parut triste et baissa les paupières. Elles sont absentes pour au moins une semaine, expliqua Audrey. J'étais paralysé. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Elles sont... Quoi? Elles sont allées chez le médecin. Leurs mères ont appelé ce matin. Elles ont une sorte de grippe et sont trop fatiguées pour venir en classe. Je poussai un soupir. Heureusement, Audrey était occupée à fermer la porte et elle ne remarqua pas mon angoisse. Puis, elle nous quitta précipitamment. On sait au moins qu'elles ne sont pas mortes, fis-je remarquer. Tu as réussi à me flanquer la trouille, avoua Nick. Tu vois, elles ont juste la grippe. Je suis sûr que les médecins... Mais non, elles n'ont pas la grippe. Tout ça, c'est la conséquence de mon vœu. Appelle-les demain, tu verras, elles iront déjà beaucoup mieux. Je ne peux pas attendre. Il faut que je fasse quelque chose pour les empêcher de s'affaiblir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles rabougrissent et qu'elles meurent. Calme-toi, il faut qu'on aille en cours. Je pense que tu te fais du mourou pour rien, Sam. Attendons demain. Elle m'a dit que j'avais droit à 3 vœux, bredouillai-je sans écouter Nick. Je n'en ai fait qu'un. Sam, tu dérailles complètement. Il faut que je retrouve cette étrange femme. Il le faut absolument. Je peux supprimer mon premier souhait. Elle a dit que j'avais droit à 3 vœux, donc le deuxième peut annuler le premier, non? Cette simple possibilité me réconforta. Et comment vas-tu la retrouver? Demanda Nick. Je ne sus que répondre. Le problème était bien là. Comment allais-je la retrouver?